Récréation d'un philosophe 1. À propos de la musique. Mes yeux sont fatigués. Ils n'en peuvent plus de lire et d'écrire. Au cours des 20 dernières années, j'ai usé mes yeux jusqu'à subir chroniquement des migraines ophtalmiques. Mes yeux, désormais, je les surnomme Black et Shadow, en référence à 2 chiens de traîneau de la race des Alaskans, avec lesquels Nicolas Vanier participa à une course légendaire, l'une des plus difficiles courses de mushing au monde, la Yukon Quest. Plus de 15 000 kilomètres de course dans la neige, par un froid glacial et durant 10 jours d'affilée. Autrement dit, 150 kilomètres de course par jour, pendant 10 jours, avec des chiens de traîneau, dans l'épaisse neige du Canada et de l'Alaska. J'invite mon lecteur prédestiné et son âme d'aventurier à lire La Grande Course de Nicolas Vanier. Quant à mes yeux, qui ont trop longtemps couru sur le papier et la grisaille, je me propose ici de les reposer un peu en privilégiant la parole à l'écriture. Puisque mes yeux sont fatigués, puisqu'ils sont las de l'écriture, je n'utiliserai ici que ma mémoire pour sélectionner et agencer les mots que je vous adresse. Mes mots, par conséquent, ne seront que des sentences et de courts aphorismes, moins aiguisés que ceux de mes livres, peut-être aussi plus récréatifs, mais j'espère qu'ils vous procureront, malgré leurs imperfections, diverses formes de plaisir. Walter Isaacson écrivit, au sujet de Léonard de Vinci, une volumineuse et admirable biographie. Nous y découvrons, au sujet du célèbre génie italien, qu'il utilisait ses yeux d'une manière remarquable pour observer attentivement la nature. Léonard de Vinci, grâce à ses talents d'observateur, remarqua par exemple les battements désynchronisés des ailes de la libellule. Il remarqua aussi, avant tout autre observateur, que certains oiseaux abaissent leurs ailes plus rapidement qu'ils les élèvent, tandis que d'autres les élèvent plus rapidement qu'ils les abaissent, là où d'autres encore les élèvent et les abaissent avec une rapidité égale. Ceux qui disposent d'une bonne vue, de 2 yeux qui fonctionnent parfaitement, devraient apprendre à s'en réjouir davantage. Claude Lambert est un pianiste français que j'ai eu le privilège de rencontrer à la gare d'Angers et qui a la particularité d'être aveugle. Depuis environ 2 années, par admiration envers ce pianiste et pour reposer mes yeux fatigués, j'ai appris à jouer du piano à la manière d'un non-voyant. Au début, cela me fut difficile, mais j'ai acquis peu à peu des astuces, des techniques et des outils, de sorte que je réalise aujourd'hui de petites prouesses. Je joue à la perfection, pour donner un exemple, la comptine d'un autre été de Yann Tiersen. Grâce à cette expérience, j'ai appris que la cécité est un terrible handicap, plus grand encore que nous le supposons de prime abord. Et j'ai aussi appris ceci, les musiciens aveugles, parce qu'ils ne sont pas perturbés par les images, par le mouvement, ressentent la musique avec plus de profondeur. Avis aux amateurs. L'expressivité de la musique, sa capacité à véhiculer des messages, a été largement surévaluée, il me semble, par les musiciens et les mélomanes, sans omettre quelques philosophes. Selon le vénérable Schopenhauer, par exemple, si j'ai bien compris, la musique serait carrément une bouche supérieure, elle permettrait d'accéder au monde de la volonté, le monde métaphysique. Mais la musique, en réalité, ne permet d'exprimer que des sentiments généraux, ainsi que certaines atmosphères. La peur, la joie, la colère, la sérénité, ou encore l'ambiance latine ou l'ambiance africaine. Si vous tentez de véhiculer, au moyen de la musique, une idée même des plus simples, par exemple, il est 14 heures à Paris, ou il est 15 heures à Londres, ou il est 16 heures à Madrid, vous constaterez rapidement que la musique est finalement peu expressive,
comparé au langage et aux arts graphiques. La musique, de par son expressivité restreinte, permet en revanche de rêver, d'imaginer, de se souvenir tout en l'écoutant, ce qui crée l'illusion trompeuse qu'elle est supérieurement expressive. À l'origine de la musique, nous trouvons des hommes préhistoriques qui entrechoquent des pierres ou des bâtons, créant par là même le rythme le plus élémentaire. Ce qui fascine et enchante, alors, c'est la cessation soudaine du chaos au profit de sons anticipables, ce qui provoque un plaisant sentiment de puissance, de sécurité, de contrôle. Par la suite, les rythmes se complexifient progressivement et le musicien primitif, en variant la tension d'un boyau ou d'une baguette de bois, apprend à modifier les notes et à introduire ces modifications dans la rythmique. Ainsi, un nouveau jeu fit son apparition lors des soirées tranquilles autour du feu, lorsque la faim et le danger n'étaient plus un souci. L'homme jouait désormais de la musique. La musique étant un jeu depuis ses origines, comme en atteste aujourd'hui encore l'expression « jouer de la musique » ou « jouer d'un instrument de musique », elle est régie et cadrée par un ensemble de règles, les règles du jeu. L'une des singularités de la musique, l'une de ses curiosités, est que l'homme commença à y jouer sans en connaître les règles, qu'il ne fit que découvrir peu à peu. Ainsi, tout au long de l'histoire de la musique, et particulièrement au cours des siècles derniers, certains compositeurs outrepassèrent tellement les règles musicales, relatives au rythme et à l'harmonie, que leurs œuvres cessèrent d'être de la musique pour n'être plus que du bruit organisé, des inélégantes successions de notes, quelque chose de trop chaotique pour être encore de la musique. De tels compositeurs, qui peuvent être symbolisés par Luciano Berio et n'importe laquelle de ses sequenzas, sont les décadents de la musique, puisqu'imiter leurs techniques, leurs outils et leur style mène tout bonnement la musique à sa perte. Les règles de la musique, qui concernent toujours la rythmique, le plan horizontal, et l'harmonie, le plan vertical, reposent sur un très grand arbitraire. En effet, comment savoir à partir de quel degré, précisément, un ensemble de notes est trop disharmonieux, trop dissonant, pour pouvoir être de la musique? Et comment savoir à partir de quel degré, précisément, un ensemble de notes est trop chaotique, trop rythmiquement déstructuré, pour pouvoir être de la musique? Malgré ces difficultés de jugement, malgré le grand arbitraire des règles musicales, certaines techniques et décisions, appliquées à la composition en musique, violent assurément les règles du jeu. Le concept de mélodie infinie, par exemple, introduit par Richard Wagner, mène sans conteste la musique à sa perte. Ce concept va à l'encontre du cycle, de la boucle, de la redondance, qui sont des ingrédients fondamentaux de l'harmonie musicale. Autre exemple, encore plus flagrant, le morceau de John Cage intitulé « As Slow as Possible », actuellement joué dans une église allemande, qui utilise des notes si longues qu'elles durent plusieurs semaines. Le rythme, avec une telle technique, devient inaccessible à l'oreille humaine, ce qui mène là encore assurément la musique à sa perte. Si je ne pouvais emporter qu'un seul disque musical sur une île déserte, en le sélectionnant parmi les œuvres qui me sont contemporaines, et en subissant les restrictions conséquentes à ma culture artistique non exhaustive, j'opterais pour Planète et Planète Gold de Sofiane Pamart. Je fus enchanté d'un bout à l'autre par les morceaux de ce jeune compositeur qui nous offre une musique à la fois tendre, cajolante, raffinée et profonde. Sofiane Pamart, je ne l'ignore pas, déplaît par son style vestimentaire peu conventionnel, par ses partenariats avec des artistes qui ne lui arrivent pas à la cheville, et il n'est peut-être pas, de surcroît, le plus grand virtuose de ce siècle, mais sa musique n'en demeure pas moins d'une insondable et supérieure beauté. Pour être tout à fait honnête, je n'eusse pas été surpris de découvrir, parmi les compositions de ce pianiste français,
Un morceau de l'Acabit de Passacaglia de Handel, c'est-à-dire une pièce à la fois simple et raffinée, au cœur même des règles musicales, capable de traverser les siècles sans prendre la moindre ride. Sans ce genre de musique-là, effectivement, la vie serait une erreur.